Allô? Hello, coucou Anouk. Coucou papa, ça va? Là, c'est vrai que ça commence à tirer sur l'organisme. Là. Ça fait la Ouais. troisième semaine que je suis en reportage là au Japon et avec des hivers très rigoureux où il fait -10 en ce moment. Mais le matin, il fait souvent -15. Ok, Et ouais. quand il y a du vent, ressenti, c'est plutôt -20, -25. Et quand la semaine dernière, j'étais sur les volcans, un peu en montagne, là, en ressenti, je pense qu'on était pas loin de -30. C'était horrible. Puis tu dors où ce soir? T'es dans un Alors, petit... ouais, alors, non, d'habitude, j'étais dans des ryokan, c'est-à-dire les hôtels traditionnels japonais. Ok, ouais. Euh, des petites structures qui sont vraiment sympas, où on t'apporte ton repas dans ta chambre. Il y a une politesse exquise ici, c'est très très agréable, et ça, du coup, c'est un voyage qui est très... il y a un reportage qui est très complémentaire, enfin, qui est très riche, très varié. Enfin, voilà, c'est ça Hokkaido. Alors, tout le Japon n'est pas comme ça quand même, hein. Moi, je suis dans la Oui. partie quand même la plus au nord et la plus sauvage et naturelle du Japon, et d'Hokkaido, et notamment l'hiver, où les conditions sont très rudes, donc ça se mérite. Mais par contre, le reportage, il va être super, quoi. Tu m'as dit que tu rentrais quand déjà? Alors, je rentre le 6 février au matin. Ok, C'est-à-dire que là, d'accord, j'aborde ouais. ma dernière semaine de reportage. Ok, J'ai top. fait 12 jours de ski, et là, je suis dans ma deuxième semaine de reportage en road trip dans l'est de Hokkaido, tout Ouais. seul. Là, c'est quelle heure chez toi? Il y a 8-9 heures de décalage, non? Alors, il y a 8 heures de décalage, qui fait que Ouais. là, en ce moment, c'est 10h26. Ouais. Ok. Ça doit être Ah ouais. 9h26 chez toi. Ouais. Bah, moi là justement, voilà, je t'appelle vite fait comme ça après. De toute façon, je dois être au lycée pour 10 heures parce que moi Très j'ai bien. cours. Ah oui, oui. Donc du D'accord. coup, Alors, c'est marrant parce que ouais. toi, souvent, là, je vais me coucher et toi, tu te lèves. Et oui. Et inversement, quand je vais me lever demain matin, toi, tu seras en train de me coucher. Ouais, c'est ça. C'est rigolo. C'est tellement loin, C'est pas j'ai évident regardé pour... sur la carte et que t'es tellement loin comparé. Enfin, tu vois, il y a une Ouais, application non, où on peut voir où tu es et c'est hyper loin. Le quotidien avec mon père, c'est assez particulier parce que en tant que fille d'un photographe et journaliste, c'est vrai qu'il n'est pas souvent à la maison, il est souvent en voyage pour son travail et il peut partir des fois pendant plusieurs mois d'affilée. C'était surtout pendant notre enfance. Ma mère, elle s'est retrouvée pas mal seule à nous élever avec mon frère. Personnellement, moi, je sais pas si ça m'a vraiment affectée parce que, au fond, je ressens pas comme si c'était un manque. Je suis fière de lui. Il est poète dans l'âme, il écrit vraiment bien et c'est un peu un modèle pour moi, mon père. Alors, me présenter, Franck Charton, grand reporter, photojournaliste au long cours, baroudeur, raconteur d'histoire, homme d'image essentiellement, grand voyageur. Alors, mon métier, c'est de raconter des histoires, je dirais, essentiellement, à l'aide de mes mots, mais surtout de mes images, parce qu'on est dans une société de l'image, donc c'est l'image qui capte l'intérêt du plus grand nombre. Et au départ, je suis quelqu'un qui écrit. Mais je me suis rendu compte que petit à petit, en faisant mon chemin de journaliste, que si j'étais pas aussi photojournaliste, mes histoires, elles iraient pas bien loin, elles resteraient dans ma chambre. Mais moi, mes deux passions quand j'étais adolescent, c'était la guitare et la montagne. Je grimpais beaucoup, je voulais être guide de haute montagne ou musicien, c'était les deux choses qui me faisaient vibrer. Et donc dès que j'ai eu un petit peu de sous, je suis parti faire un voyage dans l'Himalaya, puisque c'est les montagnes qui m'attiraient. Et puis j'ai gravi un certain nombre de 6000, de 7000 même. Mais je me suis rendu compte surtout en grimpant à travers l'Himalaya, j'ai mis 1 an pour traverser tout l'Himalaya à pied tout seul, que derrière les montagnes il y avait des hommes, il y avait des cultures, il y avait des religions, il y avait des spiritualités, un patrimoine incroyable.
Et donc j'ai un petit peu changé ma perspective en revenant de ce voyage d'1 an. C'est un vrai voyage initiatique. En revenant, je me suis dit d'abord, je serai photographe, je serai journaliste, je vais raconter des histoires, je vais continuer à voyager toute ma vie. Mais surtout, je vais m'intéresser aux gens et surtout au peuple traditionnel de montagne. Parce que c'est surtout en montagne que les traditions sont restées les plus vivaces, qu'il y a les choses qui sont restées un petit peu... On a la chance de voyager au XXIe siècle, mais de voir des choses qui datent de temps immémoriaux. Et donc, c'est cette combinaison des deux, les textes, les photos, se reporter à un temps immémorial, mais en pouvant voyager 10 fois par an. Je fais 10 grands voyages par an. C'est un truc de dingue. Donc, j'ai cette chance-là, avec les moyens de locomotion, les moyens technologiques aujourd'hui, de raconter plein d'histoires chaque année, quoi. Alors, le reportage le plus marquant, alors sur 35, même bientôt 40 ans de carrière, c'était un voyage où j'étais à la rencontre des invisibles. C'est une population tribale qui vit sur l'île de Sulawesi dans le nord, autour d'une montagne sacrée qui s'appelle le Mont Tokala. Et les gens locaux me disaient, il y a une tribu, mais on ne les voit jamais. On les appelle les invisibles. Et donc, j'ai recruté un guide, des porteurs, on est parti. Et pendant plusieurs semaines, on a tourné autour de cette montagne, jusqu'à ce que le vieux chef sorte un jour des bois, me rencontre et me dise, qu'est-ce que tu cherches, quoi? Qui es-tu? Et au bout de quelques jours, on s'est apprivoisés l'un l'autre dans une clairière. Il m'a emmené dans son village des grottes, puisqu'il vivait dans des abris rocheux. Et là, il m'a emmené avec sa tribu vers les grottes d'initiation, avec des torches en damas. C'était un truc incroyable. Ils étaient vêtus avec des pannes d'écorce. C'était un vrai peuple premier, authentique, qui n'avait jamais été contacté. Et ça, pour moi, c'était un grand choc. C'était une espèce d'épiphanie aussi, de me dire, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, de témoigner de gens qui ont cultivé cet art de vivre depuis des temps incroyables et qui sont encore là. Et on peut encore les observer, on peut les rencontrer. Et j'avais envie de dédier ma vie à ça. Donc depuis ce moment-là, j'ai consacré ma vie à la rencontre des peuples premiers, des peuples indigènes, des peuples racines. Et comment tu gères genre la frustration et tout ça, l'attente de la photo? C'est un métier de passion, mais c'est surtout un métier de persévérance. Donc après, tu es entièrement concentré, tendu vers le moment. C'est là où c'est vraiment un travail. C'est que ça vient pas comme ça, et tu te dis, ah bah tiens, la belle image, elle vient pas comme ça, le bon moment, le moment d'émotion, il faut aller le chercher. Moi, quand j'ai démarré, effectivement, je pensais pas que ça serait aussi difficile. Il m'a fallu 6 ans à peu près pour commencer à gagner quelques sous et à me dire, tiens, je vais laisser tomber mon métier d'accompagnateur et de guide de trek et d'expédition pour me concentrer complètement sur la photo parce que je sens que voilà, j'arrive à en vivre. Il faut du temps, il faut de la persévérance. Surtout, il faut identifier ta sensibilité. Oui. C'est quoi ton regard? C'est quoi ta griffe? Dans ton épanouissement personnel, le fait que j'étais souvent absent, ça t'a pesé? C'était difficile pour toi ou... Quand on est plus jeune, on s'en rend pas forcément compte. C'est sûr, et je sais pas si inconsciemment ça a eu des répercussions sur ma vie aujourd'hui. Je me suis souvent posé la question, quand vous étiez petit, j'étais absent 10 mois par an. Maman était toute seule pour s'occuper de vous. En hiver, il faut aller couper le bois, il faut déblayer la neige, c'est dur dans un village de montagne. Et quand je vois ce que vous devenez, je me dis que peut-être que ça valait la peine. Ouais. Ça va. C'est vrai que je sais pas trop encore ce que réellement j'ai envie de faire pour la suite. Mais je pense que ça sera certainement dans quelque chose qui est assez penché sur la cinématique. C'est un truc qui me plaît vraiment, l'image. Tu as les bons réflexes de faire les images au bon moment, tout de suite. Tu as un regard, tu as une certaine acuité, donc je pense que tu as les qualités qu'il faut de départ, artistiques en tout cas.